Il suffit d'une seconde pour faire basculer une vie. Un soir de juillet 2021, celle de Manon Karaguesian n'a tenu qu'à un fil. Victime d'un grave accident de la route, cette jeune passionnée de chant en garde encore aujourd'hui des séquelles. Pourtant, elle n'a jamais renoncé à son rêve de devenir artiste professionnelle. Aujourd'hui, en 3e et dernière année à l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon, elle a accepté de nous raconter comment cette terrible épreuve a transformé sa vie et nourri son engagement auprès des autres. Bonjour Manon. Bonjour. Manon, le 18 juillet 2021, vous avez décidé de faire le mur avec des amis. Une décision qui a eu de lourdes conséquences. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Effectivement, j'ai fait le mur, c'est l'expression qu'on dit en général parce que j'avais caché ma sortie à mes parents. À ce moment-là, j'avais donc 16 ans. Donc déjà, je vous déconseille de faire ce genre de bêtises. On sait jamais ce qui peut se passer. Moi, je l'ai fait parce que j'avais quelqu'un que je voulais voir à ce moment-là et que mes parents ne supportaient pas. Donc j'y suis allée pour cette raison-là. C'est pour ça que j'ai caché ma sortie. Et en fait, il était accompagné de plusieurs amis. On est monté dans une voiture et le conducteur a voulu faire n'importe quoi. Sobrement, il n'avait rien consommé. C'était seulement par pure bêtise. Et donc, il a perdu le contrôle de la voiture une fois qu'on était dedans et on a eu un accident. Les secours vous ont pris en charge rapidement et vous avez été transporté à l'hôpital. Quelle a été votre réaction lorsque les médecins vous ont annoncé l'étendue de vos blessures ? Quand j'ai ouvert les yeux, en fait, j'ai vu que j'avais un énorme engin au niveau de mon bassin. Donc ça s'appelle un fixateur externe. C'est quelque chose qu'on met quand on a des grosses fractures. En général, les infirmiers ou aides-soignants peuvent les voir la plupart du temps. C'est sur des jambes. On en voit moins sur des bassins puisque c'est des fractures qu'on voit moins. Ça a été bizarre parce que ma première vision, ça a été de voir que j'avais quelque chose de cloué dans mes os, que j'étais alitée, que donc je pouvais pas bouger et le truc était même plus large que moi. Donc c'était assez impressionnant. C'était comme, et ça a été un peu ça tout le long de l'hospitalisation, j'ai tout de suite été dans une espèce de bulle que je me suis mis intérieurement. De toute façon, c'est fait, et en fait là, j'ai juste à, entre guillemets, purger ma peine. Donc peu importe les blessures qu'on m'avait annoncées, au final, j'avais pas le choix, c'était comme ça. Vos parents n'étaient pas informés que vous étiez sortis cette nuit-là. Comment ont-ils réagi en apprenant ce qu'il s'était passé ? Étaient-ils plutôt en colère ou surtout à vos côtés ? On pourrait penser que forcément des parents, en découvrant ça, ils pourraient être en colère. C'est tout à fait légitime d'ailleurs. Mais au contraire, comme j'ai quand même la chance d'avoir des bons parents qui m'aiment vraiment, il y a ce côté où tout de suite c'était l'inquiétude. Quand ils sont arrivés, je me souviens que on m'a raconté, parce que j'ai pas des souvenirs précis de mes premiers jours et de ce que j'ai pu dire, mais ma mère m'a dit que la première chose que je lui ai dite, c'était maman, j'ai fait une bêtise. Elle m'a tout de suite dit mais qu'est-ce que tu me racontes, il y a pas de bêtise, là je veux juste que tu t'en sortes. C'était surtout ça, l'envie que je m'en sorte, l'inquiétude, l'amour, la peur, mais pas la colère. Vous avez subi 8 opérations et vous êtes resté longtemps en fauteuil roulant. Avec le recul, comment avez-vous réussi à accepter ce qui s'était passé et à vous pardonner cette décision de faire le mur ? Sur l'instant T, c'est vrai que je m'en suis voulu. On se dit que si on n'avait pas fait ce qu'on a fait, on n'en serait pas là. Et puis après, j'ai pris du recul parce que je sais que cet événement, il était lié aussi au fait que c'était la personne que je voulais voir en question, parce que j'étais donc dans une relation amoureuse très 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 mauvaise, très nocive, et que c'était pas du tout quelqu'un de bien, et qu'en fait, si j'avais été plus avertie ou si j'avais pris plus le temps de réfléchir, d'être plus responsable, mais après on est aussi à un âge où on n'est pas forcément responsable, des fois on fait des choses sans réfléchir et c'est le jeu aussi. Peut-être que j'y serais pas allée et en même temps je me dis en fait c'était pas de ma faute. Je pouvais pas prédire qu'il allait se passer ça, alors si je commence à regretter d'être sortie, si je commence à regretter d'être montée dans la voiture, en fait à un moment donné on s'en sort plus et on passe notre temps à regretter et maintenant ça fait aussi la personne que je suis aujourd'hui, donc pas de regret. Pendant cette longue période de soins, vous avez tout fait pour garder le moral. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ? Déjà, j'avais la visite de mes proches, à peu près tous les 2 jours. Puis j'ai eu même des proches auxquels je m'attendais pas. Les premiers jours, le premier mois, j'ai reçu des centaines de messages, même de personnes dont j'étais pas proche, que je connaissais pas. On a l'impression que toute la Terre nous soutient, alors que au final, après toutes ces épreuves, il reste pas non plus toutes les personnes qui m'ont envoyé un message à ce moment-là. Mais mes proches, ils ont vraiment été là pour moi. Et puis, par la pratique de l'art, alors même si du coup, je pouvais pas faire ce que j'aime en premier, c'est-à-dire chanter, j'aime aussi beaucoup dessiner, j'aime beaucoup me maquiller. Je faisais beaucoup de maquillage artistique. Depuis mon lit, j'avais une aide-soignante qui était adorable et qui tous les jours me donnait un thème de maquillage à faire. C'était hyper amusant parce qu'en fait, chaque jour, je me plongeais au moins 1 heure dans mon truc et ça me faisait passer une première heure de ma journée. Après, je me reposais aussi beaucoup, j'étais très fatiguée. Puis après, je dessinais, je regardais la télé. Vos poumons ont été touchés lors de l'accident et chanter vous demandait beaucoup trop d'efforts. Qu'avez-vous ressenti lorsque, pour la première fois, vous avez pu chanter à nouveau ?
Je me souviens que la première fois que j'ai rechanté, vraiment plus ou moins parce que c'était quand même compliqué, c'était justement peu de temps avant de sortir. J'avais pu sortir de ma chambre parce que comme j'étais alitée la plupart du temps, c'est vraiment sur les 2 dernières semaines que j'ai pu me balader en fauteuil dans le centre, etc. J'étais la plus jeune du service et il y avait que des gens entre 30 et plus. Et on était tous dehors en rond et à un moment donné on s'intéresse à moi, donc je dis que je suis chanteuse à la base, etc. Et on m'a demandé de chanter devant le groupe. J'ai chanté depuis mon fauteuil, alors c'était particulier, mais en vrai c'était trop bien et ça faisait trop plaisir de pouvoir refaire ce que j'aimais et de voir aussi les gens autour de moi apprécier aussi ce moment, et ça nous a tous donné du baume au cœur parce qu'on était tous dans un état compliqué à ce moment-là, donc c'était beau. Aujourd'hui, encore, vous vivez avec un handicap invisible. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se manifeste au quotidien ? J'ai ce qu'on appelle un handicap invisible. Quand on me voit comme ça, on ne dirait pas que j'ai ce que j'ai. Ça se manifeste par beaucoup de douleurs chroniques. Là, actuellement, je vous parle, mais ça fait plus d'un mois. Enfin, en fait, on a eu une année tellement chargée à l'EPAS, il s'est passé plein de choses. En plus, là, je suis en plein déménagement, donc il y a des choses aussi dans la vie qui font que. Et là, actuellement, j'ai une grosse barre. C'est une expression, j'ai pas vraiment une barre dans le dos, mais je sens que j'ai mal. C'est des douleurs qu'on est obligé d'apprendre à gérer. Ça se manifeste, voilà, donc comme ça, par des douleurs chroniques. Si je reste trop longtemps dans une position, si j'alterne pas trop entre assis, debout, allongé aussi à un moment donné, ça peut être compliqué. Il y a des journées où je peux pas me lever de mon lit, puis il y en a d'autres où j'arrive à trouver la force d'eux, et puis il y en a d'autres où tout va très bien, comme si rien n'était jamais arrivé aussi, donc ça fluctue beaucoup. Malgré les séquelles de l'accident, vous avez choisi de poursuivre votre rêve d'artiste en intégrant l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon. Pourquoi ce choix est-il important pour vous ? Au départ, je savais pas que j'allais me retrouver dans ce genre d'école. J'ai donc retapé ma terminale, vu que j'avais loupé 1 an de scolarité suite à mon accident. Je savais pas vers quoi j'allais me diriger, je savais juste que j'aimais profondément chanter et que ce serait super de trouver une école dans laquelle pratiquer cette passion-là. Sauf que je connaissais pas forcément d'école autour, j'avais pas forcément non plus pensé aux grandes écoles qu'on peut avoir à Paris ou quoi que ce soit. Et donc au départ, j'avais postulé pour une école de maquillage artistique. Et en fait, peu de temps après, j'ai découvert par le biais des réseaux et d'une connaissance l'EPAS. Et quand j'ai vu ce que proposait l'EPAS en termes de formation, donc chant, théâtre, danse, j'avais très peur par rapport à la danse parce que forcément je pouvais pas et je peux pas le pratiquer comme je le voudrais, même si je peux quand même danser. Finalement, je me suis lancée et je me suis dit de toute façon c'est ça ou rien, parce que quand on a une passion, on n'a pas envie de se diriger vers autre chose, on a envie de faire ce qu'on aime. Vous expliquez que la pratique artistique peut être à la fois difficile et bénéfique pour vous. Comment l'art vous aide-t-il aujourd'hui à avancer malgré les douleurs ? L'art, c'est pas forcément toujours quelque chose de simple. Puisque dans ce qu'on fait, vu qu'on fait du spectacle vivant, il y a des jours où c'est très compliqué. Ça se connecte avec la question d'avant aussi, c'est que c'est tellement une passion que pour rien au monde, j'aurais envie de faire autre chose, de troquer ce que je fais. Et je pense qu'il y a une fierté aussi de voir qu'on est capable d'accomplir ce qu'on accomplit. Par exemple, la toute première année où j'ai intégré l'EPAS, quand on a fait notre spectacle de fin d'année, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps à la fin du spectacle parce que déjà j'étais fière de ce qu'on avait accompli tous ensemble, de notre spectacle, on avait passé des mois et des mois à le mettre en place. Et puis il y avait ce truc personnel de waouh, 2 ans plus tôt, j'étais pas du tout dans cet état, et si ça se trouve, j'aurais même pas pu être là sur cette scène aujourd'hui, et pourtant je le suis. Et en fait, il y a toujours ce sentiment qui revient à chaque fois qu'on accomplit quelque chose d'artistique. Ce truc de je suis pas en vie pour rien, et en plus je l'ai fait et j'y arrive, alors que pourtant pendant la période de processus, de création ou de préparation, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de moments où je me dis que je vais pas y arriver, il y a beaucoup de moments où la fatigue, les douleurs prennent le dessus, mais le moment où ça s'accomplit, c'est merveilleux. À travers votre art, vous choisissez aussi de vous engager, notamment pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route. Pourquoi ce sujet vous tient-il particulièrement au cœur ? Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque de conscience sur les dangers de la route. On pense souvent que ça va être lié à une consommation, quelque chose comme ça. On oublie aussi que ça peut aussi être lié au fait qu'on a décidé de simplement réfléchir à l'envers en se disant que sur une route de campagne avec des virages, en fait tu peux pas aller comme un fou, tu peux pas rouler hyper vite. Et il y a ce truc en fait où on a beaucoup banalisé le fait de vouloir aller très vite, alors qu'en fait il y a des endroits faits pour ça, il y a des circuits, et que sur la route, à la limite, quand bien même tu t'en fiches de ce qui peut t'arriver à toi, on oublie qu'il peut y avoir quelqu'un en face, peut y avoir n'importe qui d'autre. Donc en fait, je pense que c'est important parce qu'il faut prendre conscience de l'impact qu'on peut avoir sur les autres et pas que sur soi-même. Il faut réfléchir au-delà de soi. C'est un peu égoïste en fait de pas penser aux autres dans ce genre de circonstances. Quel type de projet aimeriez-vous créer pour sensibiliser les jeunes aux dangers de la route ?
J'ai déjà un peu réfléchi, je sais que c'est un peu compliqué, puis j'ai vu aussi qu'il y avait pas trop de musique sur ce genre de sujet. Ou alors des fois, il y a des métaphores qui sont faites sur un premier sujet, mais mises sur la métaphore d'un accident, qu'il peut y avoir de très belles musiques. Donc j'aimerais bien à un moment donné réussir à écrire une chanson sur ce sujet. Je sais que ce que j'ai fait cette année, donc nous on a des cartes blanches, nos examens finaux qui sont des 25 minutes seules en scène. Je me suis engagée en décidant de parler de ce que j'ai vécu. Donc j'ai fait un lien entre le fait de vivre dans une relation toxique, jusqu'où en fait ça peut nous amener. Et j'ai parlé d'un accident, alors je l'ai fait sous une manière très métaphorique, donc j'ai pas directement dit que c'était un accident de voiture, etc. J'ai fait ça sous la forme d'un oiseau qui se retrouvait dans une tempête, dans une tornade. Et j'étais très contente d'avoir pu parler de ce sujet. Je sais que c'était transposable, donc tout le monde ne l'a peut-être pas compris comme un accident, mais c'est déjà un premier pas pour moi et j'espère avoir l'occasion d'en reparler et de recréer de cette manière aussi, donc à travers le chant ou le théâtre. Pour vous, il est important de continuer à s'éduquer tout au long de sa vie et d'écouter les autres. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Pour moi, s'éduquer, en fait, c'est hyper important parce que quand tu t'éduques, tu t'intéresses aux autres, tu t'intéresses à ce que certaines personnes peuvent vivre. Inconsciemment, l'être humain, il a besoin de se rassurer en se disant qu'il est capable de tout comprendre. Mais en fait, pas forcément. Alors, c'est important de se faire sa propre opinion, mais c'est aussi important de se la créer en s'intéressant aux personnes qui sont vraiment concernées par tel ou tel sujet et de s'ouvrir et d'être plus empathique de cette manière-là aussi. Parce que on peut jamais comprendre ce que vit l'autre en face de soi. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire à la jeune Manon du 18 juillet 2021, juste avant qu'elle décide de sortir en cachette ? J'aimerais lui dire tu vas faire effectivement une belle bêtise. Tu verras, ça va aller et même si ça va changer ta vie pour toujours, tu retrouveras toujours des moments de bonheur auprès des gens que t'aimes, auprès de ta passion. La vie continue et puis c'est comme ça. Même si vous avez eu un accident, vous êtes fière de ce que vous avez accompli ou pas ? Ouais, je suis contente parce que des fois tu te poses des questions, tu te demandes pourquoi t'es encore là. Alors tu sais pas comment ça va se passer, donc en fait t'appréhendes et tu stresses et tu te dis que peut-être que ça aurait été mieux que ça s'arrête d'un coup et en fait pas du tout. Et aujourd'hui je suis très fière d'avoir tenu le coup. Je suis fière aussi d'avoir encore des fois des coups de mou parce que c'est ok, qu'il faut pas brimer ses émotions. J'ai fait un beau parcours et que je continuerai et ça va bien se passer. Merci à Manon Caraguesian, étudiante en 3e et dernière année de l'EPAS, d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1 du collège Condorcet de la Chapelle de Guinchay dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr.